Le marché fonctionne toute l'année, absolument, même en hiver. Et moi, je suis un client fidèle depuis plus de 20 ans. Par conviction, bien sûr, surtout aussi pour l'importance que représente l'agriculture biologique par rapport aux soins qu'on apporte à la terre, pour le commerce de proximité, c'est-à-dire consommer local. Moi, je suis ce qu'on appelle un néo-rural ou un hors cadre familial. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas agriculteurs. J'ai eu, moi, la chance de trouver quelqu'un qui a bien voulu me confier la suite de l'activité. Ce n'est pas une entreprise familiale comme on l'entend généralement. En tout, on a 27 hectares et on fait 14-15 hectares de légumes de plein champ. On a 1 hectare de culture sous serre. Le reste de l'assolement est occupé par de la luzerne, du blé, des engrais verts. Il y a un petit peu plus de 30 contrats de travail et actuellement en production agricole, il y a un peu plus que 15 personnes. On est tout près de Colmar, on fait des légumes pour les emmener au marché. Mettez-moi 500 grammes d'oignons jaunes. Oui. Quand moi je me suis installé, le discours officiel, ce qu'on entendait beaucoup, c'était ah ouais, la vente directe, ouais, bon, avec ça on développe pas grand chose, c'est un peu rasoir, tout ça quoi. 5 ans après, c'était un tout autre discours. Donc moi j'ai toujours su que la vente directe avait des contraintes très fortes, mais que par contre à moyen terme et à long terme, c'était sans doute très stable et en plus c'est ce que moi j'avais envie de faire. 750 Les bouteilles sont excellentes. Excellent pour. Ouais, excellent. Ça demande vraiment de la diversité, de la régularité. Et alors il y a des cultures où ça se prête bien, hein, tout ce qui se conserve un petit peu, bon c'est pas trop difficile. Par contre ce que moi j'appelle l'extra frais, voilà, il faut tous les jours des salades, il faut tous les jours des bottes d'oignons, il faut tous les jours des bottes de trucs, de machins, etc. quoi. Donc ça c'est beaucoup plus difficile que je fais 80 arts de carottes, je les récolte en 3 jours, je les mets au frigo et après je les ressors au fur et à mesure. Quoi. Le travail avec le vivant, ça prend une autre tournure en fait. Et je pense que c'est une des clés de la réussite de la vente directe, cette diversité, cette régularité. La délocalisation de la production maraîchère qui historiquement était forcément proche des villes et des centres habités s'est retrouvée par les moyens de transport dans des endroits qui sont devenus des bassins de production. Par contre, il y a un autre processus qui est en place aussi, c'est une demande des gens de retrouver des produits un petit peu plus locaux qui ont un impact sur le transport, qui ont un impact sur les paysages. Voilà, ici on est tout proche de Colmar, mais en 5 minutes, quelqu'un qui habite à Colmarville peut se retrouver en contact avec les choses qu'il va être amené à manger le repas d'après. Est-ce que les gens veulent ne manger que des produits pouvant être produits localement? Voilà. Est-ce que tout le monde accepte qu'on a des tomates à partir du début du mois de juillet quand tout va bien et que ça s'arrête au mois d'octobre? Ou est-ce qu'on en veut toute l'année? Les légumes de saison, bien sûr, on ne va pas acheter des fraises en hiver, consommer aussi ce qu'on trouve sur place. C'est quand même une entreprise qui a aussi développé de l'emploi, quoi. Et donc pour toutes ces raisons, je reste un client fidèle et convaincu. Un légume bio, pour moi, il est moins poussé, moins accéléré. Je pense qu'il a une qualité nutritive supérieure. Il y a moins d'eau dedans. On rétorque que de toute façon, ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est trop cher. Donc c'est les gens qui ont de l'argent qui peuvent en prendre. C'est faux parce que le bio, pour moi, c'est aussi une façon de vivre qui est différente. Mais on fait attention aussi, c'est aussi une démarche. On ne gaspille pas. J'ai élevé 4 enfants toute seule. Pendant pas mal d'années, je vivais des allocations familiales. On s'est nourri en bio, avec des céréales complètes, des légumineuses, des laitages. On était en très bonne santé. C'est à qui le tour, s'il vous plaît?
Le problème qu'on a en bio, et puis qui va être de plus en plus important, c'est que si on veut résister en bio à l'industrie bio qui se met en place, là, ça sera l'autonomie, et la semence fait partie de l'autonomie. J'ai commencé l'agriculture, le maraîchage en 1974. La bio, c'est venu du jour au lendemain. J'ai dit, il faut que j'arrête de mettre des produits comme ça, c'est nocif, c'est pas dans la nature. Donc les semences, c'est venu parce que je travaillais beaucoup avec la restauration. Et déjà à l'époque, il y en a qui commençaient à vouloir des variétés plus goûteuses. Du coup, j'ai recherché des variétés et ça m'a obligé à les reproduire. Ici, on va renouveler des variétés de tomates, donc on essaie de les remettre en culture tous les 5 ans. Pour qu'elles soient en contact avec le sol et puis régénérer, ainsi de suite. On a fait un réseau de production de semences au sein des professionnels en agriculture biologique. Et puis peu de temps après, on a eu des demandes de particuliers qui ont dit nous, on voudrait bien faire pareil, avoir nos semences, renouveler nos semences. Et du coup, au sein de l'association, on a créé un groupe pour les particuliers. L'objectif de beaucoup d'entreprises semencières n'est plus juste de produire de la semence pour améliorer les choses et pour produire de beaux légumes ou de belles céréales, mais justement pour détenir un pouvoir, et entre autres le pouvoir du vivant. Et ça, je trouve ça complètement scandaleux, et je n'ai plus envie de laisser le pouvoir à ces gens-là, leur laisser ce pouvoir de faire n'importe quoi et nous amener n'importe où. J'avais mon grand-père qui était maraîcher et je l'ai connu encore quand il faisait encore des semences. Toutes les variétés qui sont là maintenant, c'est les paysans qui les ont créées. Une variété par définition, elle est variable, variété variable, et elle n'est pas stable. Une variété pure, ça devient un clone, c'est le contraire de la vie. Et dans la nature, les variétés, elles sont en contact les unes aux autres, et du coup il y a des croisements entre plusieurs variétés qui sont fréquents. Et c'est pour ça qu'on a souvent dans les variétés anciennes des lieux de région. Parce que toute une région avait développé un mode de culture qui l'a différencié de celle d'à côté. Le deuxième point important, c'est qu'une variété elle est capable de se renouveler d'elle-même par semence. Toute forme de renouvellement qui n'est pas par semence, c'est du clonage. Ça c'est très important, c'est une notion très importante, parce que si on fait clonage, on n'est plus dans le cycle de la vie. Donc il n'y a plus de régénération. Non seulement il n'y a plus de régénération, plus d'acquisition d'éléments pour continuer les générations d'après, mais il y a une détérioration à chaque fois qu'on la reclone. C'est qu'un clone, il est vieillissant, si on le clone 10 fois, 100 fois, on a une dégénérescence petit à petit qui va jusqu'à la mort. Et il y a eu des expériences aussi qui ont été très intéressantes, qui étaient faites par l'INRA. Il y a une époque où ils avaient multiplié des souches de blé où il y avait une 60aine de variétés de blé. Ils ont fait un brassage génétique. Ils se sont aperçus que ces variétés s'adaptaient très rapidement à toute situation. C'est normal parce qu'elles avaient la mémoire collective de tout un ensemble de variétés. Quasiment pas de l'espèce, je dirais, mais d'un ensemble de variétés très important. C'est-à-dire à chaque fois si nous on recroise deux variétés par exemple, la génétique des deux se remélange. Donc il y a des acquis que l'une n'avait pas et ainsi de suite. Du coup, il y a acquisition d'éléments pour continuer à mieux s'adapter, à mieux lutter contre les maladies, et ainsi de suite, ou les insectes même. Ce qu'on vend comme hybride actuellement, c'est des variétés de synthèse fabriquées et qui sont soit dégénérescentes, soit carrément stériles, ou qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a semé au départ. C'est-à-dire que c'est des variétés qui sont reproduites artificiellement chaque fois. Alors c'est clair qu'il y a des différences au niveau format, au niveau calibrage, au niveau aspect. Après c'est un choix on va dire à la fois éthique et financier quoi. C'est sûr que l'hybride c'est beaucoup plus cher, c'est pas reproductible. Potentiellement les hybrides produisent plus. Là cette année on est 100% hybride. Et l'année prochaine, en fait, ce qu'on va mettre en place, du coup, clairement, puisque pour moi, il y avait des variétés qui ressemblaient aux hybrides, qui étaient très très performantes et excellentes gustativement. Donc l'année prochaine, on va clairement faire des tests de rendement, de calibrage, etc. Voilà, donc j'ai négocié avec mon chef pour qu'on mette ça en place, pour qu'on puisse se rendre réellement compte et puis se dire, bah voilà, factuellement,
quelles sont les différences, quoi. Est-ce que ça vaut le coup qu'on paye 100 graines 130 € pour un résultat qui est vraiment beaucoup plus fort, ou bah non, les 8 graines à 500, les 500 graines à 8 € ça suffit très bien, et pour une différence de rendement minime, bah, ça vaut pas la peine qu'on mette tellement d'argent. Voilà, donc ça permettra du coup de pouvoir parler en connaissance de cause. L'hybridation telle qu'elle est faite, c'est du clonage. C'est pour ça que dans les variétés hybrides, vous avez des tomates, elles sont toutes calibrées, toutes pareilles. Sur le pied, toutes les tomates sont identiques. Et tous les pieds sont identiques aussi. Et le problème, il y a eu des problèmes il y a quelques années avec des virus. Si vous avez une variété hybride et que vous avez une attaque virale, il ne reste pas un seul pied. Comme c'est des clones, ils ont tous la même faiblesse et il ne reste aucun pied. Il y a eu des serres entières dévastées à l'époque. Alors que moi qui fais des centaines de variétés de tomates, j'ai quelques pieds de temps en temps qui crèvent comme ça, mais tout le temps. Mais j'ai jamais eu de problème par rapport au virus. Alors que je fais beaucoup de tomates tous les ans. On a tout simplement décidé de se reposer la question du devenir des semences, d'accompagner des entreprises semencières qui travaillent sur les semences de population et au final d'accueillir de la multiplication de semences sur notre ferme. Maintenir le pouvoir à l'agriculteur, à celui qui produit et pas à celui qui pense qu'ayant mis du capital, il a le droit à tout. Et surtout de prendre l'agriculteur et de l'avilir ou de le maintenir sous sa botte juste parce qu'il détient tout de A à Z. Et ça, c'est insupportable. Je suis absolument contre le fait d'inscrire des variétés. Ou on peut l'inscrire, mais d'une façon globale, par rapport à son nom, sa couleur, mais sans plus. Parce que le problème des cahiers où on inscrit, c'est qu'après, il faut qu'elle reste comme elle est inscrite. Or, une variété, elle bouge. Elle bouge. Il y avait une expérience qui avait été faite il y a quelques années, c'était en Bretagne, je ne sais plus l'endroit exact, sur la noire de Crimée. Ils avaient récupéré une dizaine de souches de noire de Crimée. Donc les souches, c'est l'endroit où elle est faite. C'est-à-dire qu'il y avait des souches cocopelli, il y avait des souches à grosses semences, enfin plein de semenciers qui avaient fait de la noire de Crimée. Et quand ils ont cultivé ces 10 souches différentes, il y avait déjà énormément de différences entre les noires de Crimée. Donc il y en a qui étaient un peu plus petites, il y en a qui étaient plus productives, il y en a qui étaient plus résistantes. Plus on va sélectionner précisément une variété pour qu'elle soit à peu près plus homogène, et plus on va réduire sa génétique. Donc on l'appauvrit génétiquement. Ce qui fait qu'après on a des variétés fragiles. C'est ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années, où les variétés non hybrides sont devenues très faibles. Parce que c'était une mauvaise sélection aussi. La sélection est très importante, on est dans un système de vie. Normalement, chaque génération récupère des informations pour continuer le système de vie. Ici, la ferme Pulvermule est une ferme qui est cultivée sous les préceptes de l'agriculture biologique depuis une bonne cinquantaine d'années. Donc au départ, c'est une toute petite ferme vivrière qui produisait un peu d'arboriculture, un peu de légumes et un petit peu d'élevage. Aujourd'hui, c'est une ferme qui regroupe une petite centaine d'hectares. La moitié de la superficie est cultivée en production légumière et l'autre moitié en grande culture, du blé, du triticale, du soja, des févroles, de la luzerne, donc avec une grande diversité. Alors cette ferme est également cultivée par notre famille depuis 6 générations. Mon père, 79 ans, toujours actif. Et puis un de mes fils qui est également associé sur la structure depuis une douzaine d'années. Et un jeune associé extérieur à la famille qui a rejoint la structure il y a 3 ans.
des haies tout autour de nous, c'est la plaine de la Harte, à l'extrémité du Ride, donc à l'extrémité d'une zone humide. Jusqu'en 1975, c'était une zone avec des cultures très diversifiées et relativement bocagères. En 1975, il y a eu un remembrement, donc tout ce qui était bocage a été supprimé. Tout a été arraché, tout a été uniformisé, des plaines à perte de vue, sans aucun arbre, sans rien du tout. Ça devenait une catastrophe, quoi. Et ainsi, nous avons planté toutes sortes de haies, d'arbres, et aussi une partie de nouveau de fruitiers. Il était clair pour nous, en tout cas pour mon père, qu'il fallait recréer du paysage, qu'il fallait recréer de l'environnement. Il a accepté de perdre des surfaces, entre guillemets, perdre dans un aspect production agricole, mais pas perdre dans une notion d'écosystème et d'environnement. Nous étions 3 ou 4 collègues sur le département à l'époque. On s'échangeait les expériences, comme ça, tout doucement. Et on commençait à reconnaître les insectes utiles qui pouvaient nous aider, hein, ou la diversité dans la culture aussi, mettre des trèfles, des luzernes, mélanger tout ça pour améliorer la structure du sol. Ça, les uns et les autres, on a tâtonné, on a essayé, et puis voilà. À la suite, on y est arrivé, quoi. Aujourd'hui, cet écosystème, on l'intensifie en continuant à planter de haies, en mélangeant différentes espèces, en prenant des essences locales. L'objectif étant d'une part paysagère, d'autre part de se protéger du vent, de protéger nos cultures du vent, et surtout de recréer un écosystème avec les cultures qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que nos haies servent à héberger des insectes prédateurs, parasitaires, les oiseaux qui vont avec, tout ça en échange sur les cultures. Il y a tellement d'insectes utiles et de la faune et de la flore utile qui fait partie de tout cet ensemble qui aide à vraiment l'agriculture bio à se développer. On a trop négligé avant, j'en faisais partie, on a trop négligé, on a dit hop, un coup de désherbant, l'affaire est réglée, un coup d'engrais et puis l'affaire est réglée. Mais maintenant, il faut qu'on réfléchisse un peu, il faut qu'on aille voir nos cultures un peu plus souvent, hein, et puis qu'on voit ce qui se passe. Le meilleur exemple étant là-dessus le puceron, qui va se trouver en premier sur certaines pousses de sureau, par exemple, présentes dans cette haie. On a cette chance énorme que les coccinelles auront hébergé sous les écorces des arbres pendant tout l'hiver. Donc naturellement, ces coccinelles vont parasiter les pucerons des sureaux. Et à côté de ça, on va essayer de mettre un engrais vert avec de la févrole. La févrole est une de ces légumineuses qui est également très rapidement parasitée par les pucerons. Donc voilà, on déplace, on va passer de la haie sur les févroles. À côté des févroles, qui est un précédent pour beaucoup de nos cultures légumières, on va mettre de la salade. Salades aussi qui sont souvent parasitées par des pucerons. Tout ce petit monde se déplace au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'au bout de... Alors ça a mis du temps, ça nous a mis plus de 30 ans à trouver cet équilibre, à le comprendre cet équilibre. Mais aujourd'hui, je peux dire sans aucune retenue que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas utilisé le moindre insecticide bio dans nos champs pour contrer une attaque de pucerons ou quelle contre-attaque de ce type d'insectes. L'élimination ne fonctionne pas. Dès qu'on élimine, on favorise l'un ou l'autre parasite ou prédateur. Donc en fait, c'est vraiment de laisser la nature faire son boulot, de lui permettre de le faire dans les meilleures conditions. Donc en tout cas de diversifier non seulement les cultures, mais de diversifier également les essences et les espèces dans les haies, parce qu'il faudra des floraisons espacées et étagées dans le temps pour pouvoir avoir des nectars et des mielas pour les différents insectes à des moments différents. Également pour arriver à avoir des fruits pour les oiseaux à des périodes différentes, donc des baies
ou plutôt des fruits à pépins. Tout ça fait en somme que l'écosystème fonctionne vraiment au mieux. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir profiter d'un parcellaire que nous avons modelé avec le remembrement certes, mais que nous avons remodelé nous. En bio, on a besoin d'une rotation importante, structurée, équilibrée. Donc nous avons redivisé notre parcellaire, même si à un endroit comme ici, nous avons pratiquement plus de 50 hectares d'un seul tenant. Nous avons tout redivisé. Donc il y a des parcelles, les plus grandes font 6-7 hectares, les plus petites, elles font 1 hectare et demi. On a créé notre ferme, c'est une micro-ferme. Bon, en fait, même si la surface qu'on a est de 20 hectares, la partie cultivée est de 4500 m², plus les fruits, petits fruits, etc. Donc, c'est une micro-ferme. Et on travaille beaucoup sur une tentative de définir, de préciser ce que peut être une micro-ferme. Parce qu'on est dans une époque de gigantisme où, au contraire, toutes les petites structures disparaissent. Mais on voit qu'il y a un fort intérêt à recréer des micro-fermes permaculturelles. Leur projet était un projet à la fois personnel, mais aussi un projet politique, je dirais, en sens d'apporter la preuve qu'on peut retrouver une agriculture biologique ou trouver une agriculture biologique productive qui permette aux gens de gagner leur vie, de travailler dans des conditions plutôt bonnes en termes de conditions de travail, de conditions de vie, quoi, en lien direct avec les consommateurs. Donc ça, c'était le principe. Et ils avaient envie de prouver ou de démontrer qu'il était possible sur une surface très réduite de faire vivre une personne. Notre rêve initial, c'était un projet familial d'harmonie, on voulait vivre comme des Indiens en Normandie quelque part, quoi. Donc c'était un rêve de reconnexion à la terre, paisible, bucolique, champêtre, on était très naïfs, hein. Et puis finalement le fait de sortir des clous, de s'aventurer vers un type d'agriculture qui n'était pas encore décrit, on a vraiment essuyé les plâtres. Par exemple, les 5 premières années, on n'a rien gagné. Et donc on était de plus en plus endettés, de plus en plus anxieux et angoissés. Et on croyait bêtement que c'est parce qu'on était trop petits. Donc on créait tout le temps des nouveaux jardins et on s'épuisait parce qu'on ne savait pas encore que ce type d'agriculture ne marche que si c'est tout petit et très soigné. Donc chemin faisant, on a appris beaucoup de choses. Mais personne n'était trop là pour nous les dire au début. C'est cette idée qu'il vaut mieux petit et très bien tenu et conduit très intensivement, c'est-à-dire avec un grand nombre de cultures et un grand nombre de successions de cultures, que être un peu plus grand et être vite débordé par les mauvaises herbes, par des récoltes compliquées à gérer, etc. La ferme était un peu conçue comme un tableau qu'on écrivait avec la nature, avec le vent, le soleil, la lumière, tout ça. Et on a toujours privilégié la beauté. Et c'est que dans un second temps qu'on s'est aperçu qu'en plus c'était productif, comme une sorte de cadeau offert par la nature en plus. On en est venu à constater qu'une ferme comme ça produit beaucoup plus que de la nourriture. Une ferme qui va dans le sens de la vie nourrit l'être humain à tous les étages de sa personne. C'est une approche globale. Ici, on a l'interaction de plusieurs petits milieux qui sont à la fois, je dirais, assez naturels, mais en même temps très artificiels, parce que c'est nous qui les avons générés avec la nature. Là, il n'y avait qu'un grand herbage, hein. Tout ça, tous les jardins sont faits sur une parcelle d'1,2 hectare, qui était un herbage nu comme le dos de la main il y a 8 ans. Et puis maintenant, par exemple, là, vous apercevez la mare, la forêt jardin, l'île jardin. Derrière, on a un petit pré-verger pour les animaux. Donc on est dans une sorte de mini-système agro-sylvo-pastoral, miniaturisé, où on a cherché à favoriser les interactions. Parce que c'est ça qui caractérise un milieu naturel, c'est que tout interagit, tout est connecté, tout est relié. Et du coup, le tout est plus que la somme des parties. On dit toujours en permaculture que chaque élément
doit remplir plusieurs fonctions et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Donc la question de la gestion de l'eau va être un élément clé de la conception permaculturelle de la ferme. Ils ont fait le choix ici d'entourer complètement une partie de mares qui ont été creusées, et la terre a été rapportée sur la partie centrale, avec au départ un double objectif, qui est un objectif climatique. On est sans doute dans la partie la plus froide de la ferme, et le fait d'avoir les mares limite le risque de gel, puisque les mares constituent des masses chaudes, et d'autre part pour permettre une économie de l'eau intéressante, puisqu'en fait la mare irrigue directement par percolation la totalité de l'île. Quand vous creusez la mare, quand vous recurez la mare, vous avez finalement un amendement d'excellente qualité à distribuer sur vos parcelles. Et les mares sont devenues un des lieux de production de fertilité dans la ferme. Autre production intéressante, ce sont les roseaux. La production en biomasse des roseaux, qu'on va pouvoir composter, associer à d'autres choses, va permettre de produire là un compost de qualité, voire de pailler directement avec les roseaux. Donc les mares sont devenues le lieu de vie de canards qui s'appellent des coureurs indiens, qui ont la particularité d'être des grands consommateurs de limaces. Et donc ces canards, bon, il ne faut pas les laisser tout le temps dans les cultures parce qu'ils ont tendance à manger un peu tout évidemment, mais vont contribuer à la réduction de la pression des limaces qui peut être assez considérable dans des lieux très humides comme ceux-là et en plus avec des paillages. Autres prédateurs de limaces qu'on va trouver dans les mares, ce sont les grenouilles et les crapauds. La création de ce milieu extrêmement diversifié, traité de la façon la plus naturelle possible, va permettre le développement de toute une série d'espèces animales en particulier, qui vont contribuer à réguler des ravageurs potentiels. À partir d'un herbage très médiocre, on a créé un environnement qui est très fécond et je dirais qui est à peu près auto-fertile. C'est-à-dire que tous ces petits milieux se donnent mutuellement les conditions pour perpétuer leur fertilité. Donc c'est un milieu qui est autonome, qui est plus résilient. Et c'est ça qu'on cherche en permaculture, c'est grâce au travail de design, de conception initiale, on a un système qui est beaucoup moins gourmand en travail, en énergie, en intrants, et qui est beaucoup plus productif et beaucoup plus durable. Donc là, vous voyez, on est dans une parcelle que l'on appelle parcelle d'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on a des légumes qui poussent en dessous de rangées d'arbres. La culture de surface, d'une certaine façon, comme elle va occuper les premiers centimètres du sol et qu'elle va aller chercher dans ces premiers centimètres, au fur et à mesure de sa croissance, l'eau et les nutriments, eh bien, opère une compétition bénéfique vis-à-vis de l'arbre qui, lui, voyant que la surface est occupée, on va dire, oblige sa racine à aller chercher aux profondeurs. Ce faisant, il développe une racine pivot absolument incroyable, plutôt que de s'étaler un petit peu paresseusement en surface. Donc, comme il va chercher très profond, avec une racine centrale unique, une racine pivot, il arrive à remonter de très loin de l'eau, des nutriments. Et puis aussi, les études ont noté que les arbres qui se développaient ainsi étaient beaucoup plus résilients, résistants aux phénomènes climatiques extrêmes, que ce soit les inondations ou les coups de vent très forts. Les arbres ne se déracinaient pas quand ils se développaient ainsi. Donc c'est assez intéressant. Et puis après, la complémentarité qui est assez logique, c'est que bien évidemment à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ce faisant, une litière se crée sur les planches de culture qui sont juste en dessous. Donc un système d'humus, un enrichissement et une protection du sol avec un cycle qu'on connaît, qui est similaire au cycle des forêts.
On dit souvent il n'y a pas de mauvaise terre, il n'y a que de mauvais agriculteurs. Chacun s'adapte au sol qu'il a. Il faut savoir qu'on est dans un fond de vallée normande, froid et humide, avec une toute petite couche de sol et des mètres de caillasse. Et c'est un environnement qui était censé être impropre aux cultures. Depuis le néolithique, ces vallées étaient dévolues à l'élevage, mais il n'y a jamais eu de culture ici. Et en plus, la petite couche de terre était très très bas dans les échelles de fertilité. Donc un milieu pas du tout propre au maraîchage. Donc il a fallu créer les sols. Cette création de sol, elle s'est faite en remuant cette matière organique très fixée, très bloquée, ce qui, en l'aérant, a permis quand même de réactiver un certain nombre de mécanismes biologiques, avec pas mal d'apports de matière organique. Ça a été essentiellement des fumiers compostés, des composts végétaux divers et variés. Et donc progressivement, ces sols se sont construits. Donc on n'est pas vraiment dans une logique de fertilisation là, mais dans une logique de création de sol. On est à 300 mètres, 400 mètres à vol d'oiseau du Rhin. Donc vous le voyez, au milieu de ces plants de soja, il y a des magnifiques galets. Donc on a des sols très hétérogènes qui peuvent être par endroits relativement limoneux, sableux, profonds. Et après on a des sols comme celui-ci, ici, là, ça c'est une parcelle de 2 hectares, où il n'y a que de la caillasse. Mais voilà, même en bio, on est capable de cultiver dans un sol comme ça. Ces cailloux ont des avantages énormes, c'est qu'ils drainent très bien, ils réchauffent énormément leur entourage, leur culture. Donc ce qui fait que les cultures sont très poussantes et démarrent très vite au printemps. L'inconvénient est évidemment c'est qu'il n'y a pas de réserve utile d'eau, donc il faut arroser fréquemment. La richesse de ce sol est surtout dans son sous-sol, puisque sous nos pieds nous avons la nappe phréatique la plus riche et la plus vaste d'Europe. Nous avons de l'eau à 3 mètres sous nos pieds jusqu'à pratiquement on peut dire nos limites, quoi. L'autre inconvénient, c'est l'usure du matériel qu'on peut utiliser. La difficulté, entre autres, de devoir biner dans un sol comme ça, avec autant de cailloux. On s'adapte à tout et puis on arrive aujourd'hui à produire de beau soja. Également des légumes dans ces cailloux, alors pas n'importe lesquels. On ne va pas pouvoir mettre de carottes dans ces cailloux, ils ne vont pas aimer beaucoup. Mais un céleri ou même des pommes de terre viennent très bien là-dedans. Éviter la pénibilité, je suis plutôt partisan. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, hein. Et on fait des choses pénibles aussi. Mais une serre, qu'elle soit bêchée à la main ou bêchée avec une bêcheuse derrière un tracteur, je dirais peut-être la bêcheuse c'est mieux. Nous, on plante avec des machines la plupart du temps, donc ça demande quand même des choses qui soient relativement exemptes de résidus, etc. Quelqu'un qui plante à la main, bon, il peut pousser 3 brins de paille et puis un trognon de chou sans que ce soit un problème. Mais après, dès qu'on veut faire plus de surface, a priori, il faut mécaniser. Et pour mécaniser, il faut être quand même dans des choses un petit peu plus, on va dire, classiques ou propres, ou comme on veut, quoi.
Ça peut démarrer avec une charrue et jusqu'à une fraise de finition ou un enfouisseur de pierre. On a des sols avec beaucoup de cailloux. Donc un petit peu tous les outils, des outils à dents, des outils animés, pour arriver à trouver l'équilibre entre l'intervention à faire, la culture, le sol, le gasoil, avec aussi cette question du temps que ça prend, etc. Dans notre approche entièrement manuelle des cultures, on voit qu'en densifiant beaucoup plus que les normes techniques données en maraîchage, on obtient des légumes qui sont quand même de taille tout à fait honorable. Donc ils sont plantés sur des buttes permanentes et donc ils ne sont pas butés, mais alors c'est pas des poireaux monstrueux, mais vu la densité et le nombre de poireaux qu'on récolte au mètre carré, on arrive quand même tout à fait à avoir des calibres raisonnables. Voilà. Donc finalement, à plein de niveaux différents, on sort des clous, on sort de ce qui se pratique. C'est-à-dire qu'on voit que faire le choix de se passer de mécanisation et faire tout à la main, ça ouvre le champ des possibles. C'est limitant par certains côtés, mais c'est aussi libérant par d'autres côtés. Et on peut faire des choses que la machine ne peut pas faire. Et c'est ça qu'on cherche à explorer justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un itinéraire technique, la plupart du temps, les distances entre les rangs sont dictées par la taille des outils qui sont fixés sur les tracteurs. Et concrètement, une carotte, elle n'a pas besoin d'être repiquée à 20 cm d'écart entre les rangs pour se développer comme il faut. Donc en fait, grâce à ce mois, on arrive à faire 12 rangs sur 80 cm de large. Ici, 6 petits godets dans lesquels vous mettez vos graines, en dessous duquel il y a un axe qui tourne avec différents trous en fonction des tailles de graines qu'on veut semer. Je peux implanter une culture, un rang de 20 mètres carrés de carottes en 5 minutes. Voilà, ça fait 12 rangs, enfin un aller, je passe de l'autre côté, retour, et je passe à la plante suivante. Donc dans le cadre d'une agriculture bio-intensive ou non mécanisée, c'est un outil qui nous permet d'être rentable. La grelinette, outil inventé par Monsieur Grelin, et on le remercie de cette belle invention, qui nous permet de travailler le sol sans le perturber. Les 15 premiers centimètres où vraiment il y a toute la vie, les micro-organismes et les macro-organismes, les vers de terre, tous ces animaux et ces êtres vivants qui s'occupent qui sont la vie du sol et qui font d'un sol un sol riche et en bonne santé pour faire pousser des légumes. Justement, on perturbe pas ou très peu en fait leur écosystème qui est extrêmement fragile. Et donc en fait cet outil nous permet d'aérer et de fissurer le sol, de le décompacter, d'amener de l'air. Charles Perrine se rendait compte qu'une butte fait quand même une certaine taille, une certaine hauteur, et pour arriver à vraiment amener de l'air jusqu'au cœur de la butte, les dents de la grelinette ne sont pas assez longues. Donc en fait ils ont demandé à un artisan avec lequel ils travaillent, notamment sur justement la création d'outils innovants et adaptés à nos pratiques. Ils ont donc commandé et créé cette grelinette extra longue. Donc en fait avec des dents de 40, presque 50 cm qu'on utilise exclusivement sur des buttes permanentes, des grosses buttes rondes. C'est pas un motoculteur. C'est vraiment, ça travaille que les 3 ou 4 premiers centimètres du sol. Ça va pas aller faire de la bouillie de vers de terre ou déstructurer les différents horizons du sol. On est vraiment sur de l'émiettage de surface et donc ça nous permet aussi de gagner du temps. Et en fait, il a la particularité de fonctionner avec une perceuse électrique. Et donc là, je fais des prélèvements de sol qui consistent à mesurer
la biomasse microbienne qu'il y a dans le sol. Plus il y a de biomasse microbienne, soit les champignons ou les bactéries, et mieux c'est, puisque plus le sol est vivant. On voit qu'en cherchant à aller dans le sens de la vie, à comprendre les processus naturels et à les favoriser, tout simplement, eh bien on est extraordinairement récompensé. On a des milliards et des milliards de collaborateurs dans chaque poignée de sol. Là j'ai des milliards de petites vies dans ma main. Ça n'a pas de sens d'aller détruire la vie du sol pour acheter des engrais dans une usine. Nous, on préfère infiniment s'appuyer sur cette puissance-là. Ici, on est sur des sols qui sont très sableux. On est à 70-75% de sable. Donc c'est vraiment très léger, très drainant, très séchant. Et on a un problème pour garder ces sols humides. Mon objectif, c'était dès le départ de développer des itinéraires en agriculture ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, où ça s'est développé dans les grandes cultures, où donc l'objectif, c'est de bouleverser le minimum le sol, faire le minimum d'intervention, pour garder et maximiser les fonctions organiques et biologiques du sol. Donc maintenir un couvert, limiter le dessèchement, améliorer la fertilité, mais aussi gagner du temps en limitant le désherbage. Développer des itinéraires où on peut ne pas désherber ou limiter très fortement le désherbage et arriver à des rendements qui soient au moins aussi bons, voire meilleurs, avec beaucoup moins d'efforts. Créer le sol, ça veut dire surtout créer une dynamique écologique du sol. Pas seulement arriver à un niveau X de disponibilité apparente en azote, en phosphore, en zinc ou tout ce que vous voulez. Une fois que cette dynamique biologique, écologique du sol est en place, les apports de fertilisants à proprement parler ne sont pas très importants. Ici, c'est la parcelle d'expérimentation dédiée au projet C'est faire sol maraîchage biologique. C'est faire sol, ça veut dire stratégie innovante d'entretien de la fertilité du sol. L'idée, c'est de comparer plusieurs stratégies qui ont pour objectif de mieux entretenir la fertilité du sol. Et dans cette expérimentation, on a un système de référence qui est en fait notre façon de pratiquer le maraîchage au jardin du Flixbourg, donc en agriculture biologique, mais avec du travail du sol assez important, assez intensif. Notamment, on utilise un enfouisseur de pierre parce qu'on a une présence de cailloux assez forte dans le sol. L'utilisation aussi d'engrais organiques assez importante puisqu'on est sur un sol qui est relativement pauvre avec beaucoup de sable. On compare en fait deux autres systèmes qu'on a qualifiés d'innovants. Donc il y en a un où on va essayer d'optimiser l'utilisation des engrais verts. On l'appelle engrais vert max. Donc dans ce système, pas d'engrais organique, du compost quand même. Il y a aussi une modification importante au niveau du travail du sol, puisque là on ne va plus du tout utiliser l'enfouisseur de pierre et par contre on va utiliser des outils à dents ou à disque qui sont conçus pour travailler en planche permanente. Et puis on a un dernier système qu'on appelle conservation du sol, où là on va aussi utiliser des couverts végétaux. L'idée étant d'arriver à limiter très fortement, voire supprimer le travail du sol. Donc là c'est la bâche qui va détruire le couvert végétal et calmer, on va dire, l'enherbement spontané. Il faut qu'on arrive à gérer l'enherbement autrement que par simplement des possibilités de passage d'outils. Au moment de l'implantation des carottes, on retire simplement la bâche et on sème directement les carottes sans avoir à retravailler le sol puisqu'elle a déjà été préparée 2 mois avant. Déjà la levée des carottes se fait assez rapidement, plus rapidement que sur des modalités où on n'aurait pas bâché. Ça c'est l'observation qu'on a faite les 2 dernières années. Et ensuite on gagne en efficacité au niveau du désherbage. On diminue de moitié le temps de désherbage et au final le rendement est aussi meilleur parce que le désherbage est facilité par une moindre levée d'adventice.
c'est quand même cette année très satisfaisant parce qu'on s'aperçoit que même sans mettre d'engrais, en ayant une gestion intensive des engrais verts, on arrive à des niveaux de rendement qui sont similaires, quoi. Et une disponibilité notamment en azote qui est identique, quoi, sans mettre d'engrais. D'ailleurs de toute façon ça se voit, hein, les choux ils sont aussi beaux sur le système de référence que sur le système engrais vert max, et les épinards c'est pareil, quoi. Donc là ça veut dire qu'au bout d'1 an et demi, on commence à voir les résultats, quoi. Donc là c'est la parcelle Céfersol 2 où cette année il y avait la culture de pommes de terre. Et donc là sur système conservation du sol on avait donc un dépôt de broyat BRF au-dessus des buts. Et donc là en fait cette année on a eu les meilleurs résultats en termes de rendement sur le système conservation du sol, donc sous le BRF. Ici on était autour de 26 tonnes hectares, système de référence plutôt 21 et 18 engrais vert max, donc c'est quand même une grosse différence, quoi. Probablement que le broyat a préservé l'humidité, une température plus constante aussi que sur les autres systèmes. On voit les tubercules, les systèmes racinaires qui se développent bien dans le broyat. C'est clair que le sol qui est en dessous, il garde bien l'humidité par rapport aux buts qui sont nus. Et donc ici l'itinéraire, ça a été de l'occultation avec la toile tissée pendant tout l'hiver sur une prairie. Donc on avait roulé la prairie pour écraser l'herbe au sol et ensuite on s'est dit qu'on allait planter les pommes de terre simplement en les posant au sol et recouvrir de paille. Il s'agit de s'affranchir de butage, de s'affranchir de désherbage, donc au niveau du sol, maintenir de la fraîcheur, de l'humidité et profiter de la dégradation de la paille pour former de l'humus et un sol très humifère en surface. On voit bien là les filaments blancs, hein. Donc les champignons qui arrivent à attaquer la lignine, la cellulose de la paille. Là on voit un pied de pomme de terre qui démarre, et là il y a 1, 2, 3, 4 pousses qui partent, qui vont traverser la paille, chercher la lumière. Et donc le sol on ne le voit pas non plus parce qu'il y a toujours le couvert de prairie qui a été occulté cet hiver. Les racines ont été décomposées. Le seul risque pour lequel on a fait quelque chose, c'est les campagnols. Comme on était sur une prairie avant qui n'a pas été du tout bouleversé mécaniquement, d'expérience, on a déjà eu beaucoup de dégâts de campagnols dans ces conditions-là. Alors on a épandu un mélange et dans lequel on a mis du tourteau de ricin qui est connu pour être répulsif au niveau des campagnols. Comme il y avait le paillage de prairie en place tout l'hiver, avec la toile tissée, on observe beaucoup d'orvets et d'autres serpents. On a observé des mues de serpents quand on découvrait la toile tissée. Donc des prédateurs de limaces, les carabes également sont favorisés par ces conditions-là. Donc l'idée c'est aussi d'avoir un système qui permette aux prédateurs d'être présents. Et la paille effectivement peut être problématique pour les limaces, mais si elle est implantée assez tôt avant le démarrage de la culture, avant les risques limaces, elle peut aussi héberger les prédateurs. Donc c'est toujours arriver à cette question d'équilibre. On est sur une petite surface, nous on n'a que 4500 m² en maraîchage. Donc il y a des cultures comme les courges, les poireaux qui prennent beaucoup de place. Et on essaye de densifier parce qu'on ne peut pas agrandir nos jardins. Donc on est plutôt dans une optique de densification. Et donc du coup d'association de cultures aussi. Alors là on est en saison estivale avec finalement une association relativement simple avec une aromatique et un légume estival, en l'occurrence la tomate, avec du persil au pied. Mais les bienfaits du persil sont nombreux. Déjà, il va bien s'enraciner. Il va aller chercher, c'est une véritable pompe à eau et à minéraux, sachant que nous, l'eau est pas loin, mais on a un sol relativement pauvre. Donc c'est toujours une très bonne chose que de pouvoir remonter les minéraux et les éléments du sol. On le commercialise relativement facilement, le persil par définition, mais une fois qu'il monte, comme il est en train de le faire là, eh bien c'est pas un gâchis du tout, puisqu'il va être mis à ras et il va servir de mulch, donc de paillage pour les tomates.
ce qui nous permet d'opérer une irrigation très raisonnée et raisonnable sur les tomates. On a testé pas mal d'associations de cultures et avec le temps on a réussi à en valider certaines. On essaye de densifier un maximum sous tunnel. Et donc ce qui fonctionne bien en deuxième partie d'hiver, c'est d'associer des radis, des semis de radis pour faire des bottes de radis roses entre des cultures déjà en place. Donc là devant nous on a des radis qui ont été semés entre des oignons. Donc là on a les rangs d'oignons blancs. Et là on a des radis qui ont été semés entre des blettes. L'association de cultures, l'idée c'est de mettre des cultures qui ne se concurrencent pas. Donc les radis ont été semés bien plus tard que les blettes. Les blettes étaient déjà bien enracinées au moment du semis de radis, donc il n'y a pas de concurrence directe. Les radis ont aussi un cycle beaucoup plus court et vont être récoltés avant les blettes. Donc c'est vraiment une culture intercalaire par excellence. Alors on a aussi parfois la chance de pouvoir bénéficier d'associations qu'on ne provoque pas. Ici sous ce tunnel et en plein champ aussi sur cette parcelle, mais beaucoup plus sous tunnel, on a de la mâche qui vient spontanément. On ne sait pas pourquoi, mais on a de la mâche qui vient spontanément. Et depuis le début et de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on est vraiment on met le sol dans des bonnes conditions pour que la mâche se développe. C'est la même chose qu'à côté, c'est de l'oignon blanc avec du radis qui est semé entre, mais on a de la mâche spontanée qui est venue aussi. On est sur la planche qui a servi de plantation d'ail pour la plantation d'ail de l'an dernier, de l'hiver dernier. Donc il y a eu une culture de poivrons à cet endroit-là pendant l'été, en gardant toujours ce même plastique. Et là on voit donc qu'on a implanté la mâche qui a plus ou moins bien réussi en début d'hiver. Et on a eu une belle surprise, c'est que pas mal de plants d'ail sont ressortis. Donc ça va nous permettre d'avoir de l'ail frais très précoce. C'est sur cette planche qu'on a pu faire 4 cultures avec un seul travail du sol, une seule bâche plastique de posée. Vous avez des plantes qui poussent plus ou moins vite. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'associer une plante qui pousse très vite à une plante qui pousse plus lentement. Par exemple, dans des carottes, ils pratiquent volontiers un semi-associé de carottes et de radis. Et donc les carottes poussant plus doucement que les radis qui sont très hâtifs. Donc les associations, il ne faut pas seulement les voir dans l'espace, c'est-à-dire quelle plante est à côté de quelle autre, mais surtout, je dirais, dans le temps. Donc là on a cette association aubergine-basilic. Donc le basilic, encore une fois, qui se trouve en dessous de l'aubergine, qui ne pâtit pas du tout d'avoir moins de lumière du fait de l'ombre du feuillage des aubergines. On voit que le sol, de fait, garde une bonne humidité, donc c'est assez intéressant. Là, une bonne partie des basiliques qui ont été récoltés, ça va repousser, donc ça aussi c'est intéressant de garder des plantes qui vont donner 3 ou 4 fois dans la saison. Et puis ça crée véritablement cette canopée, ça densifie le sol au niveau des systèmes racinaires, etc. Donc c'est vraiment l'idéal en termes de complémentarité. On s'inspire vraiment des maraîchers parisiens du 19e siècle qui donnaient des conseils que je trouve très pertinents dans notre approche qui est non mécanisée. Et ils disaient notamment, choisissez la plus petite parcelle de terre possible, mais cultivez-la exceptionnellement bien. Et ça nous parle beaucoup, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui encore, quand on feuillette leurs ouvrages, on est absolument abasourdi par la qualité de leur technique et de leur savoir-faire, parce qu'ils arrivaient sur une saison à pratiquer quelque chose comme 8 rotations sur une même planche. Donc ils utilisaient énormément ces fameuses associations de cultures. Il y en a une qu'on pratique beaucoup, qu'ils nous ont inspiré, c'est un semis radis carottes, des oignons sur les côtés ou au milieu, puis des salades en tout début de culture. Donc on a 4 légumes qui poussent en même temps sur une même planche. Et c'est grâce finalement à cette technicité de l'association de culture qu'on arrive à être très intense. Tout est extrêmement dense sous la ferme. Et comme cela, eh bien, on arrive à produire beaucoup sur un tout petit espace. C'est vraiment l'aspect technique qui nous fait balancer vers le maximum de densité sur toutes nos planches. Encore une fois, quand vous voyez ces carottes, vous n'avez pas l'impression qu'elles ont poussé quasiment à touche-touche et qu'il y a eu en plus une récolte tout à fait normale de radis. Donc on voit que cette micro-agriculture est efficace, et productive et rentable.
et elle s'avère également bonne pour l'environnement. Ici, je dirais à peu près tout marche à l'énergie solaire. Pas encore tout, mais chaque année on essaie de s'en rapprocher. C'est-à-dire que quand nous on travaille, on est mu par l'énergie des plantes, des animaux qu'on a consommés, qui étaient eux-mêmes mus par l'énergie solaire. Si on travaille avec notre cheval de trait, lui il a brouté de l'herbe qui s'est développée grâce au soleil. Mais même les grenouilles de la mare qui viennent manger nos limaces, tout ça ce sont des formes d'utilisation du soleil. Et quand dans nos sols on cherche à augmenter le taux de matière organique, la matière organique c'est de l'énergie solaire concentrée également. Voilà. Donc on peut imaginer une agriculture du soleil qui ne génère pas de déchets et qui au contraire crée de l'humus, stocke du carbone, parce que quand on crée de l'humus qui est à base de carbone, et forcément on enlève du carbone de l'atmosphère, donc ce type d'agriculture contribue aussi à lutter contre le réchauffement climatique. Et voilà, donc ça ouvre des perspectives très riches. C'est complexe parce que ça touche à tout un tas de domaines, y compris l'emploi, y compris la santé, y compris l'art de vivre ensemble, mais c'est très prometteur. Notre système de production est basé sur une production diversifiée pour la vente directe. C'est à peu près une cinquantaine d'espèces de légumes. On cultive sur 2 hectares avec 1000 m² d'abri froid. Je suis allée visiter Jean, sa parcelle, sa manière de travailler. Puis petit à petit, on a commencé à travailler ensemble. La question de l'association, du travail commun, ça s'est amené petit à petit. On a vraiment travaillé sur ça pendant plus de 2 ans avant de s'associer effectivement, quoi. Cette ferme n'aurait pas vu le jour uniquement issu de l'idée de l'un ou de l'autre. C'est l'un et l'autre, c'était inévitable. Il y a le côté humain où travailler à deux, il y a le côté facilité de travail pour certaines choses où il faut être à plusieurs. Et de manière générale, enfin moi quand je voulais m'installer, j'avais pas assez de surface, Jean avait plus de surface mais du coup manquait de main d'œuvre. Donc c'est aussi une manière de travailler à deux, de se compléter. Moi j'avais la volonté. Pardon ? Complète. Oui, moi j'avais la volonté de ne pas avoir de salariés à temps plein. Parce qu'en fait, je voulais des personnes qui s'impliquent et qui prennent vraiment part au projet. Je pense qu'on est très différents. On a des capacités communes, mais aussi on a des savoir-faire complètement différents. Donc on s'est beaucoup complété là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on a été excellents dans la collaboration. Le leadership est un vrai problème en couple en fait. Elle veut tout diriger, c'est ça le problème. Mais finalement il décide tout, donc je suis très frustrée. Non mais c'est vrai, on a eu ce problème de leadership, on l'a souvent, mais c'est un apprentissage. Moi j'ai appris à me faire humble et discrète. Toi, ça se vaut pas beaucoup. Non, on en rit parce qu'il vaut mieux en rire. C'est vrai que c'est drôle au quotidien, on se connaît beaucoup, presque par cœur maintenant, et on sait exactement ce que va dire l'un, comment va opérer l'autre pour convaincre l'un, donc c'est assez drôle. Mais ça nous a beaucoup aidé, je crois aussi, à survivre, parce que beaucoup de personnes nous disent, nous on ne se rendait pas compte, mais beaucoup de personnes nous disent « mais comment vous avez fait tout ça en si peu de temps ?» Et je crois que le fait d'avoir tenu, d'avoir vécu cette passion presque aveugle, tous les deux, et heureusement qu'elle était aveugle cette passion, sinon on n'aurait pas tenu. Si on s'était rendu compte dès le départ de toutes les difficultés qu'on aurait rencontrées, on n'aurait pas tenu. Alors tu vois, c'est un bon exemple par contre de ce qui se dit souvent. En permaculture, tu fais rien, tu laisses bosser la nature, mais si tu laisses bosser la nature, tu vois, là on a fait un semis direct de courges. Bon on a un super engrais vert, c'est pas un problème, mais on n'a pas de courges. Donc il y a quand même de l'intervention humaine claire et nette, même en permaculture, pour obtenir une récolte, quoi. Alors qu'on était la tête sous l'eau dans nos difficultés économiques, techniques, etc.,
On a commencé à être noyé sous les sollicitations parce que la ferme a été beaucoup trop vite peut-être repérée comme un lieu innovant, intéressant. Effectivement, si on n'avait pas été deux, on n'aurait pas tenu, ça c'est sûr, parce la pression a été telle qu'on aurait explosé en vol, c'est clair, quoi. Mais ce qui nous sauve, c'est qu'on rêve encore ensemble, on rêve encore des mêmes choses. Moi, tu me fais rêver. Des bêtises. Et on est passionné. Même boueuse. Par les mêmes choses. Donc ça, je crois que c'est au-delà on pourrait croire qu'on est, qu'on est mort de faim de projet, qu'on a toujours envie de faire. Mais on a cet idéal commun qui nous tient. Et je crois que ça, ce sont les fondations sur lesquelles, presque sans s'en apercevoir, on s'est construit. Et c'est important, c'est ce qui nous a permis, contre vents et marées, de continuer et d'être là encore aujourd'hui. Mais effectivement, à part égale, on est en GAEC, hein, donc on a une société de type GAEC, 50% chacun, on est à égalité. Et en termes de décision, alors les grandes décisions effectivement sur les investissements, etc. sont complètement partagées. Et en termes plus quotidiens, on s'est partagé les responsabilités. On se concerte pas forcément pour tout type de décision, mais on s'est réparti des tâches en se mettant d'accord au départ sur la manière dont on va prendre les décisions sur ces tâches-là ou la manière dont on veut conduire ces tâches-là. Et puis du coup après chacun prend un peu les décisions, mais on a décidé avant comment on les prend, souvent. Dans les grandes lignes. Ouais. Voilà, on a décidé des grandes lignes après. Après, il y a beaucoup de choses qui se font aussi au cas par cas. Il faut tout le temps communiquer. Hein. La communication, c'est vraiment une base. L'outil le plus difficile à maîtriser. Et quand ça manque de communication, c'est là en général où ça dérape et où ça devient plus difficile, quoi. Et après, il faut refaire des efforts pour remettre les choses à plat et repartir sur des bonnes bases. Ça nous fait énormément plaisir de voir tous ces gens qui ont envie que les choses changent, qui sont dans une démarche de changement. Alors ça peut être des urbains, mais ce sont aussi des ruraux, des gens qui ont envie de mener des projets à bien, qui vont dans le même sens. Donc on s'est beaucoup senti très isolés et solitaires tout en étant à deux au départ. Et là, quelque part, on se dit non, ça y est, le mouvement est lancé. Déjà, nous, on n'est plus seuls, mais s'il y en a d'autres qui sont prêts, qui ont l'énergie, qui ont le savoir-faire et l'intelligence et le cœur pour mener des choses à bien, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. C'est davantage une révolution dans notre imaginaire, dans notre paysage mental, dans notre rapport au monde, bien plus qu'un choix de changer de technique, quoi. Changer de technique, c'est fastoche, hein. Tu vas dans un salon agricole, tu as des centaines de machines rutilantes, et puis tu peux dire oh, je préférais plutôt ça ou plutôt ça. Mais là, adopter une agriculture permaculturelle, ça va bien au-delà. C'est accepter de changer ton positionnement par rapport à la nature et d'aller revisiter progressivement toute ta représentation du monde et toute ta vision du monde paysan et du rôle du paysan dans la nature. Et ça, c'est absolument passionnant, quoi. En fait, il existe quasi autant de modèles que de fermes, il existe plein de manières différentes de produire. Et moi, je trouvais ça bien parce que du coup, ça m'a fait dire, en fait, on peut créer son modèle, quoi. On peut arriver à trouver la manière dont on a envie de produire soi-même et de se sentir bien dans son exploitation. Et c'était ça qui était très important pour moi. Pour nous, la microferme, c'est un peu le premier étage d'une fusée. Et on peut imaginer un deuxième étage qui est un écosystème de microfermes. Ça existe déjà en différents lieux du territoire, où différents paysans vont se mettre ensemble. Ils peuvent être chacun chez eux, mais avoir des activités complémentaires et mutualiser quelques équipements ou services comme une petite boutique ou une secrétaire comptable ou un site internet. Donc du coup, chacun gagne en efficacité, diminue ses coûts, et puis la synergie entre les différentes activités
vient booster chaque activité. Donc l'écosystème de micro-ferme, c'est un peu un second étage. Mais après, on se pose aussi beaucoup la question comment faire pour aller encore plus loin. Comment faire pour des systèmes qui nécessitent plus de place, plus d'énergie, a priori, comme les grandes cultures céréalières, comme l'élevage bovin, etc. Et après, on peut imaginer une sorte de système agraire solidaire qui intégrerait les grandes cultures et l'élevage. Réellement, il faut qu'on imagine une autre agriculture pour demain.